Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, eh bien écoutez, aujourd'hui je me retrouve encore avec Amaury. Oh, bonjour Fred. Salut, enchanté. Donc Amaury va nous faire le débrief des conférences du jour numéro 3. C'est ça, Et 3 ou donc, 4 comme on veut. Ouais, un petit peu comme on veut. Et donc écoutez, je vais le laisser introduire directement et rentrer dans le vif du sujet. Amaury, quoi de neuf? Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce aujourd'hui? qui s'est passé, ouais. Bah écoute, on est jeudi soir, donc c'est le 4e jour de la semaine, le 3e jour où il y a eu des conférences. Ouais. On a donc fait une vidéo que vous avez pu voir juste avant où il y avait juste lundi et mardi après-midi. Mercredi, il n'y avait aucune conférence officielle organisée. Et donc le jour d'après, c'était jeudi, aujourd'hui, où on a eu des conférences sur toute la journée. Il y en a eu 5 aujourd'hui. Donc les 5 conférences, c'était le papillon se souvient-il? Entraîner notre cerveau pour être un meilleur SEO. Ouais. Je suis sûr que vous vous dites, ok, j'ai très clairement compris ce qu'il y avait dans la conférence. On avait brevet, fuite et classement, donc les leaks Google, les brevets qu'ils ont pu mettre, le procès qu'ils ont en cours, et fait par un universitaire, on va dire. Ouais. Du click au commerce, donc plutôt orienté e-commerce, comment construire des actifs numériques que je meurs d'envie d'acheter, c'était le titre de la conférence, organisée par justement un SaaS SEO qui achète des médias, et on va voir juste après, et une conférence sur la théorie des jeux en SEO, avec un parallèle entre le SEO et le poker. Et je te propose que on regarde un petit peu ce qui s'est dit dans les différentes conférences, Ouais. et que voilà, Ouais, je bien sûr. t'explique tout ça et que tu me dises qu'on interagisse pour qu'on creuse ça. Donc la première, c'était le papillon se souvient-il. Donc ça a été très orienté métaphore. Ah oui. On a, c'était Kyle Roof justement, Ah ok. qui du coup a eu peut-être une période un peu plus compliquée cette année a priori de ce qu'il nous a dit pendant la conférence. Ok, d'accord. Et donc on a été très orienté conférence et le titre vient de, il se posait légitimement la question de est-ce que quand le ver dans la chenille se transforme en papillon, Oui. le papillon se souvient de s'il est vert. Enfin, chenille, tu vois. Ah d'accord. Donc voilà, je suis pas sûr que j'aurais orienté la conférence comme ça, mais donc l'étape d'après c'était entraîner votre cerveau pour de meilleurs résultats SEO, et donc lui il a vraiment une approche orientée test, et Kyle Roof s'est fait connaître pour justement notamment un test qui faisait ranker du lorem ipsum. Lorem ipsum, c'est, vous l'avez sûrement vu sur les sites en cours de développement, c'est un texte en latin qui a pour bénéfice de ne pas être juste des lettres au hasard, qui va donner l'impression qu'on est sur du texte légitime, avec les bonnes tailles de mots, des variantes, en fait qui pourrait en un clin d'œil donner l'impression que c'est un texte français. Et en fait sa question c'était est-ce que, qu'est-ce qui va être important pour pouvoir se positionner? Et là donc il nous a remontré un petit peu des exemples. Donc sa question c'était est-ce que le lorem ipsum marche encore actuellement? Et en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a créé du texte lorem ipsum, il a optimisé en mettant exactement les mots que Google voulait avoir par rapport à ce que la concurrence positionnait, donc les mots-clés. D'accord. Ce qui est chouette, c'est que moi, ça me permet de dire que l'analyse sémantique, c'est important. Ouais. Et en fait, avec ça, il a réussi à nous montrer plusieurs exemples où sur des SERP locales et tout ça, il arrivait avec les bons mots dans le contexte, donc l'importance d'avoir les bons mots dans les bonnes quantités, positionner ses contenus. Ok. Première position, quoi. Maintenant encore. Ok. En Non, mais ça, c'est intéressant pour le coup. Donc tu es en train de me dire qu'en gros le mec il part d'une base lorem ipsum, Ouais. et il va juste injecter typiquement des mots-clés qui sont détectés comme étant cohérents par rapport à ce que Google attend, Ouais. et ça suffit pour se positionner. C'est ça, en gros, dans ces sites-là, il a montré son lorem ipsum qu'on voyait sur Google, Ouais. la bonne optimisation sémantique et première position. Ah oui, d'accord, ok. Sur une requête, un petit peu. C'était globalement de la requête SEO locale, donc Ok, moins concurrentielle. Ouais, bien sûr. On n'était pas sur Serrurier Paris, Ouais. mais je crois que vous avez parlé de différents exemples. Je sais plus ce que c'était le terme, mais c'était quelque chose d'Denpasar, donc une grande ville quand même à Bali. Ouais. Et du coup, il avait réussi à placer des résultats là-dessus. Donc assez intéressant et assez chouette de voir qu'en 2024, l'optimisation sémantique, ça marche quoi. Oui, alors ce qui est intéressant peut-être aussi par rapport à ce que tu fais, ton expertise peut être intéressante par rapport à ça, c'est qu'en gros, si on pouvait réduire le truc, Google ne va s'attacher quasiment qu'exclusivement à ce qu'il est censé retrouver sur la page, c'est-à-dire qu'en gros tu as du lorem ipsum, qui ne veut rien dire, mais si tu as les bons mots, ce qu'attend Google, en gros ça passe quoi. En tout cas c'est ce que le test semblait montrer dans ces exemples-là. Après je pense qu'il y a quand même des algorithmes différents sur Google en fonction des requêtes qu'on va avoir. Ouais. Sur du local peu concurrentiel, il y a potentiellement un peu moins de concurrence. Ouais. Et donc tu peux te permettre de faire du lorem avec les bons marqueurs pour Google. Ouais. Mais là où justement l'intention va être plus importante sur des requêtes un peu plus concurrentielles, un peu plus concrètes, un peu plus musclées.
Et, c'est instructif quand même pour le coup. mais c'est C'est chouette. marrant parce que l'an dernier il avait déjà fait un truc un petit peu dans ce sens-là. Bah, exactement, c'était l'écho à l'année dernière. D'accord, Et il nous a dit d'accord. ok, j'en ai refait cette année, ça marche. Ouais, ok. Donc c'était le petit bonus de début. Et par contre, donc, on a fait un autre test avec l'intégration de schémas. Donc c'est la FAQ avec les bons tags HTML pour enrichir le contenu pour les robots globalement. Et il a fait un test, donc la page sans les schémas avec la même page sans schéma et avec schéma, Oui. et elle avait la même position. Ah Donc, ça d'accord. veut dire que le schéma de balisage n'a pas eu d'impact sur le classement Ok. sur ces tests. D'accord. Après ça peut avoir un impact par contre sur l'espace que tu vas occuper dans la SERP, non? Ouais, bah là dans ce cas-là, vu qu'il n'était pas premier, enfin en gros je sais pas, il était peut-être 7ème sur ses exemples. Ouais. En moyenne, dans ces moments-là, t'as pas de snippet, tu vois, genre D'accord. t'as pas de résultat enrichi qui apparaît à ce moment-là. C'est quand même malgré tout intéressant parce que fondamentalement s'il arrive à avoir la même position, c'est que pourtant c'est une bonne pratique, c'est quand même relativement encouragé d'aller remplir ces Ouais, complètement, mais peut-être que du coup tu as un gain si tu es en première place pour aller justement Avoir plus de visibilité. enrichir ta visibilité et donc gagner de l'espace sur la SERP. Mais ça ne joue pas sur la position. Voilà, c'est Ok. quand même ça que ça semble dire sur ces tests-là. Il a fait un peu son oracle en disant à l'époque je vous avais promis que ça pourrait être le futur et c'est ce qui se passe actuellement, c'était plutôt orienté SaaS. Ouais. Et là il nous a dit mais mon pronostic 2025 c'est qu'il va y avoir plein de petites agences digitales orientées vers les PME Ouais. en vendant du petit produit pour les petits clients. Donc c'est entre 500 et 1000 euros de récurrent Ok. avec visée du 50% de marge Ouais. et que ça soit plutôt un potentiel intérêt pour du side project et en fait faire du cash qu'il appelait cash cow. Ouais. Et donc arriver à faire un peu d'argent en side project avec ce genre de projet. Je t'avoue que c'était un petit peu nébuleux, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'agences digitales et donc c'était un petit peu étonnant sur ce point-là. Alors, l'avantage, à tous ceux qui ont eu affaire à des prestataires, tu vois, des agences digitales en France, l'avantage c'est qu'en règle générale, ils travaillent comme des garagistes. Donc il y a beaucoup d'acteurs, Ouais. mais il n'y a pas grand monde qui reste avec sur le long terme. Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais c'est vrai que. Et puis c'est assez cohérent avec ce qu'on voit aux US, la fameuse gig economy, où tout le monde peut proposer ses services. Oui. Enfin, c'est un peu, tout le monde est salarié actuellement, mais en fait c'est plutôt un monde de freelance à venir Ah qui ouais, vend du complètement, service complètement. packagé. Et c'est assez cohérent avec ça. Donc peut-être effectivement, et de toute façon juste si tu arrives à packager un produit, un service productisé, ça peut être rentable. Ouais. La page d'après, il nous a parlé des doorway pages, qui étaient des pages de transition. Donc ça a fait un peu appel à ce qu'on a vu dans la vidéo juste avant sur les conférences. C'est si ton business c'est de faire venir les gens chez toi et de les envoyer tout de suite ailleurs pour gagner de l'argent. Ah oui. Peut-être que c'est pas trop le futur et c'était en gros il disait en fait l'expérience client, l'expérience utilisateur c'est un aspect important et tous les signaux qu'on voyait avec le fait que Chrome soit la meilleure porte d'entrée sur les signaux pour Google. Ouais. Donc voilà, ces éléments-là font que il faut essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut arriver à avoir un site internet qui apporte de la valeur aux utilisateurs et non pas juste je comprends. un tunnel avant de partir ailleurs quoi. Ouais. Et peut-être de l'importance aussi de capturer son audience. C'est pas parce qu'on fait de l'affiliation que malgré tout on n'a pas le droit de récolter la data. Ouais. Et ça peut être un vrai problème. Ok, mais donc j'entends ce qu'il dit. Donc assez intéressant et notamment sur la mise à jour de ce qui marche dans ces tests. Pas forcément de tests particuliers, il n'a pas voulu nous dire ce qu'il allait faire, il n'en a pas fait forcément d'autres en lorem ipsum. Ouais. A priori ça allait être orienté lien sur les prochains, ou en tout cas domaine. Okay. Mais on verra ça plus tard. La conférence d'après c'était justement sur les leaks. C'était un universitaire turc je crois, je n'ai pas noté son nom là mais qui globalement m'a fait un peu l'impression d'une vidéo vue en x3 sur YouTube. Ah bon. Donc c'était une séance très intense. Ok, d'accord. Ce qui est dommage parce que c'est typiquement le contenu extrêmement dense où tu te dis si en fait on le découpait sur 3 jours, ça pourrait être, en fait on pourrait vraiment aller dans le détail de chaque élément, avoir des choses qui sont actionnables et donc en fait pouvoir en tirer des résultats évidents parce que globalement pour t'imaginer un peu la truc c'est tu avais une slide avec 5 ou 6 résultats différents. Ouais. Un mec qui parlait très très vite, qui pendant sa présentation a quand même lâché un je vais accélérer un petit peu. Ah bon, d'accord. et du coup c'est assez dense et heureusement que c'était juste avant manger parce qu'on a pu s'en remettre juste après. Mais globalement dans les grandes lignes de ce qui a pu rester c'est que les brevets des leaks sont assez cohérents. Donc ce qu'ils ont déposé publiquement et ce qu'on a pu voir dans les leaks c'est assez cohérent. Ce qu'on a pu voir aussi dans le procès qui a eu lieu récemment avec le département de justice aux États-Unis c'est assez cohérent avec ces éléments là. Donc ça permet d'avoir plusieurs éléments qui vont dans le même faisceau et lui son dada c'était de lire les brevets et donc de pouvoir apprendre des choses sur ce qui se passe scientifiquement. Ouais. Et ce qui m'a fait un petit peu penser à quand j'étais à Centrale en école d'ingénieur à mes profs enseignants-chercheurs qui étaient très très bons dans la recherche mais pas forcément très pédagogues.
Après, t'as un autre mec qui est un ancien qui lit beaucoup tout ce qui est brevet et qui va, plutôt que d'aller regarder des blogs, ce qui se fait et tout, c'est Laurent Bourrelli qui, pour le coup, va à la source. Donc c'est une bonne manière de faire. Plutôt que d'aller lire des conneries ou des interprétations, qui parfois sont bonnes mais parfois sont mauvaises, aller à la source, et surtout que ces sources, en dehors des leaks, tu as quand même énormément d'informations justement sur les brevets et tout. Ouais, complètement. J'aime bien cette approche scientifique, sûrement de formation ingénieur, de dire ok, en fait derrière le positionnement de Google, c'est des maths. Et entre tes tests et leurs documents de genre leur brevet, ce qui sort sur les recherches, tu as quand même moyen d'avoir des intuitions, des orientations de qu'est-ce qui peut être les bonnes pratiques. Et donc ça, je trouve ça intéressant comme approche. Et une approche que j'aime bien. Et un des éléments, donc le truc typique de cette année, c'est quand même le trafic. On en parle un peu partout, c'est un peu le grand sujet du moment. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette conférence, c'est qu'il ne parlait pas du trafic en tant que tel, en se disant je envoie du trafic sur mon site, mais il précisait que lui, ce qui l'intéressait, c'est le pic soudain de trafic. C'est une augmentation en fait. Et c'était ce changement de vélocité. Et c'était ce qu'on voit quand même avec du trafic, c'est si tu envoies du trafic, tu vas avoir un pic. En fait, c'est assez rapide dans la réaction et potentiellement un étiolement si tu continues sur un trafic équivalent de la position. Complètement. Ça rejoint quand même. T'as fait un petit peu de Discover toi, non? J'ai pas vraiment fait de Discover. C'est exactement ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire que l'important c'est d'envoyer un pic de trafic sur un temps très court. Et c'est ce qui va déclencher l'apparition d'un Discover. Si tu envoies lycée sur la journée, ça va pas déclencher quoi. Et donc voilà, ça j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on entend souvent le trafic. Il faut du trafic, mais cette variation de trafic, cette augmentation soudaine, ça j'ai trouvé ça précisé avec quelques exemples et donc intéressant. Et donc si on résume, les éléments importants c'était la sémantique, la cohérence du contenu dans le site avec les liens et l'autorité sur le sujet qui sont essentiels. Et encore une fois il insistait, donc il nous a montré plusieurs éléments dans les leaks avec les variables correspondantes sur l'important de créer une vraie marque avec potentiellement le fait que la marque pouvait aider si elle était cohérente sémantiquement avec le mot-clé ciblé. Donc choisir sa marque en fait, peut-être que c'est pas si anodin pour avoir quelque chose qui soit dans l'univers sémantique de ce que tu veux faire. À nouveau, je vais pas faire une publicité pour Laurent Bourrelli, et c'est vrai que c'est un petit peu son cheval de bataille aussi. Il doit être copain avec le Turc là. Sûrement. Mais et je te rejoins, c'est l'avenir, malgré tout, et c'est ce qui est. Il y a une sorte de logique derrière tout ça. Et d'autorité, quand tu as une marque, que tu la travailles comme telle, en découle tout un tas de comportements ou de métriques qui indiquent une position d'autorité. Carrément. Et un dernier point qu'il nous a dit, c'est que tous les clics utilisateurs n'ont pas le même poids. Donc on disait que justement Chrome, Google Analytics, tous les outils de la suite Google sont des espions à la solde du compréhension du comportement des utilisateurs sur les sites internet. Et en fait, il y avait une variable qui s'appelait Unicorn Click, je crois. Ou Unicorn User. Et c'était en fait essayer de segmenter les utilisateurs par niveau de compétence sur un sujet donné. Et du coup, si l'utilisateur est identifié comme étant plus professionnel, du coup son clic va avoir plus de valeur parce qu'il va choisir quelque chose qui est plus pertinent. Ça, et donc c'est intéressant. Alors ça, c'est peut-être l'avenir de la manipulation de trafic. Peut-être. Oui, parce que c'est du trafic d'autant plus qualifié. On n'est pas que sur de la géographie, on est aussi sur est-ce qu'il est probable que cette personne-là vienne visiter ce site internet-là. Pourquoi pas, c'est intéressant. Et d'ailleurs, on remarque, tous ceux qui font de la publicité sur Facebook de manière un petit peu intensive, en règle générale, c'est pas du tout des SEO. Facebook va chercher des profils qui sont cohérents par rapport à la cible, et tu vois le site il monte en flèche, un truc de dingue. Donc donc ça c'était intéressant, effectivement des sujets que j'avais pas forcément en tête, et donc tous les clics ne se valent pas. La conférence juste après c'était du clic au e-commerce. L'idée c'était de faire une conférence d'évangélisation sur le e-commerce en disant en fait vous êtes bon en SEO, peut-être que vous pourriez tester le e-commerce pour monétiser. C'était assez débutant, mais il disait que les compétences SEO et les compétences e-commerce sont quand même assez. Il peut y avoir un chevauchement de compétences. J'en suis la preuve. Exactement. L'exemple même. Et du coup, des banalités, mais combiner SEO et médias, et media buy, donc la publicité, c'est bien pour maximiser ton internet. C'est le mieux. Franchement, c'est le mieux. Et de très loin. Et le media buy a de l'influence sur le SEO. Le SEO permet de capitaliser de la data que tu peux exploiter aussi en media buy. En fait, moi, ma chance et la chance entre guillemets de ma communauté, c'est que même si c'est très compatible, le SEO et le e-commerce, c'est des incompatibilités presque de profil psychologique. Tu vois, le SEO va plus être sur de l'affiliation, sur du digital 100%. Malgré tout, prendre la responsabilité d'expédier des colis ou de faire expédier des colis, de te faire cracher dessus par les clients, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Complètement, mais c'est un peu la différence entre faire
et faire de l'affiliation en fait. Ouais, complètement. Et le e-commerce c'est un exemple, mais moi je le vois avec mes SaaS, j'ai le support client, j'ai plein de choses, et en fait il faut quand même que je délivre, il faut que le truc qui marche. Et du coup c'est vrai que c'est pas le même profil, et je vois que quand j'ai fait de l'affiliation et quand je fais du produit, ça ne demande pas la même résilience, en tout cas c'est des compétences et de la patience qui est différente. Tu fais juste de l'affiliation, tu peux te détacher émotionnellement complètement. De toute façon, toi ce qui te concerne, c'est que tu te fasses payer par l'affilié. C'est ça. T'envoies quelqu'un et après c'est son boulot de délivrer. Et petit élément aussi qu'on a déjà entendu plusieurs fois dans des conférences où j'étais allé, mais c'était dominer les résultats de recherche. La SERP domination, c'est en gros l'idée c'est si les 10 premiers résultats sont à toi, quel que soit l'endroit où tu cliques, c'est gagné quoi. Et donc lui il le faisait beaucoup, il nous a donné l'exemple des hand spinners, je crois que ça s'appelait les fidget spinners. Ah oui, fidget spinners. Où il avait fait ça, il s'était positionné en amont, justement avec l'idée de se positionner sur les tendances émergentes, et il nous a donné plusieurs exemples de suivre TikTok, je crois qu'il y a un hashtag TikTok made me buy it ou un truc comme ça. Ok, d'accord. Et du coup ça, plus Google Trends, plus je crois que c'était sur YouTube, en fait sur les formats shorts, ça permettait justement d'aller sourcer des produits, se positionner, il s'était positionné tôt, il disait qu'il avait fait 10 millions. Ouais, peut-être. Ça c'est un très bon angle pour trouver des niches attaquables en SEO et qui sont bankable, c'est d'aller se sourcer chez des gens qui ne font pas du SEO et qui font beaucoup d'argent pour autant. Il y a vraiment, t'as raison, il y a plein d'opportunités. Il faut arriver à les prendre suffisamment tôt. C'est ça. Et lui, donc son exemple, c'est qu'il l'avait trouvé en amont, justement, en utilisant des AdSpy, justement les réseaux sociaux et tout ça. Et en fait, vu qu'il l'avait trouvé en amont, c'est des tendances qui sont fugaces, donc ça faut s'y positionner très vite et ça redescend aussi vite en fait, derrière. Et donc le SEO potentiellement ça se positionne bien grâce à l'effort du SEA, le fameux pic de trafic. Et du coup en fait tout s'aligne assez bien pour se dire qu'il faut une stratégie d'acquisition globale. Et c'est ce qui te permet d'aller saisir ces éléments-là, cette tendance. Sinon, si tu vas sur des produits plus classiques, effectivement, ton SEO peut rouler sur la durée, mais c'est pas les mêmes business, c'est pas les mêmes acquisitions. Oui, et puis il y a aussi, du coup, pour tous ceux qui font du Facebook Ads de manière intensive, qui ne se préoccupent pas du tout de leur SEO, il ne faut pas sous-estimer le trafic par rebond de gens qui sont sur Facebook et qui vont rechercher le nom de la marque. Souvent, il y a moyen de se placer très facilement ou même quasiment instantanément en faisant du Google Ads en fait. Ouais, carrément. Donc il y a des pistes aussi. Bon, bref. Et son élément après c'était, il nous a donné les étapes de mise en place. Est-ce qu'on choisit du dropshipping, est-ce qu'on choisit de la marque blanche pour ça, mettre en place au niveau e-commerce, ça il faut que les gens viennent te voir. Ouais, c'est mieux. Voilà. Effectivement. Si vous voulez mettre du e-commerce qui marche, allez voir Fred. Après, on a eu une conférence sur comment construire des actifs numériques que tout le monde rêve de s'arracher, par exemple. Et en fait, lui, donc c'était le directeur marketing ou directeur des acquisitions chez SEMrush. Et lui, il achète des audiences. Donc il achète des médias, il achète des outils concurrents. Et en fait, l'idée, c'était plutôt que d'aller louer une audience, donc essayer de se faire voir par des gens qui les intéressent. En fait, il achète l'audience tout simplement, et par actif numérique, c'est pas des crypto-monnaies, c'est aller chercher des blogs, des communautés, des éditeurs, des applications, des newsletters, des podcasts, bref, tout ce qui peut avoir une audience en fait. Et lui, globalement, il va acheter. Et ce qui était super intéressant, qui s'éloigne un petit peu du SEO, mais que je trouve très intéressant en termes d'entrepreneuriat, c'est qu'il disait, c'est pas forcément nécessaire et essentiel d'aller monétiser son audience, pour une raison simple, c'est que la valorisation des actifs va être différente si ton actif est monétisé ou s'il ne l'est pas. Et du coup, dans le cas où ton actif est monétisé, donc si ton audience est monétisée, globalement la valorisation va faire sur l'EBITDA, c'est ta marge après, c'est globalement combien tu gagnes moins combien tu dépenses, ça te donne l'EBITDA pour simplifier. Et pour les actifs qui vont être non monétisés, c'est valorisé par la valeur stratégique pour l'acheteur. Et en fait, il nous donnait un exemple où il a justement fait une simulation où il voulait vendre pour une entreprise de comptabilité, un gros groupe américain, et créer un site qui pourrait les intéresser en créant une audience pour eux. Et globalement, il a étudié un petit peu les mots-clés sur lesquels ces gars-là se positionnent, essayer d'aller truster leur SERP, un budget d'investissement pour aller faire un site un peu quali qui allait avoir un volume, estimer combien ça pouvait générer de visiteurs, et en fonction de ces visiteurs-là et de l'exemple de conversion qu'il peut avoir, en fait faire un business plan de combien ça pouvait rapporter à ces gars-là. Et en fait, généralement, les SaaS, a priori, de ce qu'ils disaient, cherchent à avoir un coût d'acquisition par client de l'ordre de 30% maximum de la LTV des clients. Donc la valeur long terme. C'est à peu près le standard maximum que les SaaS sont prêts à accepter. Et en fait, potentiellement, sur une audience sera valorisée par rapport à ce multiple. Et donc, si on peut avoir, 100 000 visiteurs mois, sur ces 100 000, il y aura quel taux de conversion, quel taux de conversion aux différentes étapes. Et donc, par rapport au coût d'acquisition maximum acceptable, ça donne la valorisation de l'actif.
Alors que si c'est monétisé, en fait, ça va être un multiple de chiffre d'affaires en fait. Oui, Ou de la rentabilité, enfin de la marge. Oui, disons que ça te permet de... Oui, c'est intéressant comme approche. Tu n'es pas obligé d'avoir monétisé, parce qu'en fait, en vérité, moi, quand j'achète quelque chose, je m'attache essentiellement à ce que tu as dit à la fin, c'est-à-dire, je fais un petit coefficient sur ce que ça rapporte, et puis voilà. Mais tu as des mecs qui sont prêts à racheter des communautés, entre guillemets, vierges, avec une stratégie, une projection, on va dire. Exactement. Et c'est pas les mêmes acteurs. Ouais. Dans son exemple-là, il avait ciblé une entreprise très précise qui avait levé 750 millions. Ouais. Et du coup, qui a potentiellement une dynamique d'achat qui est quand même assez agressive. Ouais. En fait, c'est de la start-up licorne qui a levé des sous sur 10 séries, qui a énormément de pognon et qui va vouloir aller s'étendre parce qu'en fait, ça leur rapporte tellement d'avoir une audience qu'ils n'ont pas encore forcément touchée ou d'avoir le monopole sur l'audience qu'ils sont prêts à aller acheter. Et en fait, il n'y a pas de vérité universelle. On vous dit pas monétisez pas votre audience dans l'espoir de la vente, mais en fait, il y a des endroits où ça permet d'avoir des multiples qui sont calculés sur des choses différentes. Et ça permet aussi de dire que, quoi qu'il arrive, votre audience a une valeur. Ouais. Voilà. Enfin, après, il suffit de trouver le mec qui peut être intéressé par... qui va savoir comment la monétiser, en fait. Carrément. Mais donc, d'où l'idée d'avoir potentiellement ces idées d'acheteurs en amont. Ouais. La dernière et cinquième conférence, c'était théorie des jeux en SEO, donc pareil entre le poker et le SEO. Les parallèles sont pas forcément les plus intéressants, c'était plutôt au niveau de les compétences, la façon de se comporter, les soft et les hard skills, qui faisaient le lien entre un bon joueur de poker et un bon SEO. Ouais. Ça, pour le coup, il y a dans mes notes écrites, j'ai repris ces éléments-là, mais c'est pas forcément ce qu'il y a à garder de la conférence. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était, un premier point, c'était de capitaliser sur ses forces. Pour le coup, lui, on avait déjà eu une conférence comme ça l'année dernière, je sais pas si tu te rappelles, la dernière conférence du mec qui était dans les casinos. J'étais pas là. Ah, ok. En gros, le mec qui était dans les casinos était quand même déjà avec une approche un peu arrogante, qui était assez je vois très bien de qui il s'agit par contre, ok. Et en fait, ils ont une dynamique où il y a quand même énormément d'argent qui est faite, et donc leur stratégie, c'est d'avoir de créer un empire et de faire cette self-domination. Et donc là encore, il nous a montré, donc eux ils capitalisent sur cette force c'est un concurrent, et ils font pareil, globalement ils achètent des XP, ils font du parasite, tous ces éléments-là. Et eux leur force c'est justement d'aller dominer la SERP, et il nous a montré une SERP alors, et il nous avait mis en rouge ce qui était à lui et en blanc ce qui n'était pas à lui. Et en fait sur les 10 premiers résultats, il y en avait 7 qui étaient à lui. D'accord. Et il catégorisait en mode ça c'est plutôt un international, un tier 1 international, ça c'est du parasite, ça c'est du Web 2. Et du coup c'était assez intéressant, et donc voilà, capitaliser sur vos forces. Donc l'idée c'est, si vous voulez vous battre, en fait c'est quoi votre atout sur le sujet, parce que sinon en fait vous allez vous faire bouffer quoi. C'est un peu le parallèle avec la table de poker. Si tu sais pas qui est le poisson, c'est toi quoi. D'accord. Okay. Et du coup donc sur cet élément de avantage compétitif, il nous a fait une petite matrice, et il y avait globalement 4 éléments. C'était est-ce que ça a de la valeur, est-ce que c'est rare, est-ce que c'est inimitable, et est-ce que c'est structuré. Et du coup, il nous a donné différents exemples. Par exemple, acheter un guest post. Ça a de la valeur, mais c'est pas très rare. Non, c'est pas inimitable, clairement. Et c'est pas organisé. Avoir un domaine d'autorité, déjà t'es plus rare. C'est toujours, ça a de la valeur et c'est tout de suite plus rare. Mais c'est imitable. T'as un autre domaine, tu peux avoir de l'autorité. Là où tu peux avoir justement inimitable organisé, tu vas avoir par exemple la création de marque. En fait, ta marque, elle est inimitable si elle est bien protégée. Et c'est structuré et c'est encadré. Des marges plus hautes, pareil, c'est un avantage compétitif énorme. Et lui, sa capacité à aller chercher de la self-domination, ils appelaient ça le management de portefeuille. Et donc, c'est justement comment tu crées ton écosystème de sites pour asseoir ta domination, quoi. Et ce qui était chouette, c'est aussi, il nous a montré une matrice, donc 2 axes, un horizontal, un vertical. Donc toi, tu le vois à l'écran. C'est plus facile. Mais en gros, d'un côté, il y a le petit budget, d'un côté, il y a les gros budgets. En bas, il y a plutôt défensif, et en haut, c'est plutôt agressif. Et on a du coup, pour les petits budgets défensifs, tu vas avoir du parasite SEO, un petit budget on s'entend, ça peut être quand même assez 300 balles le spot, mais du parasite social, il y avait du trafic viral, de la... Parasite social, c'est quand tu es sur des groupes Facebook, des trucs comme ça. Tu regardes la SERP quand tu as LinkedIn qui rank. Oui, parasite social dans ce sens-là, oui, complètement. Je pense que c'est ça qu'il veut dire par parasite. Après, tu avais aller chercher du mot-clé longue traîne, l'excellence opérationnelle, il y en a quand même qui ont sorti un avantage, c'était de taper plus vite au clavier. Donc ça, je sais pas exactement ce qu'il voulait dire là-dessus. Ça vaut le coup de faire le voyage en Thaïlande. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, cela dit, ça se conçoit. Si tu tapes 30% plus vite, à la fin de l'année, tu as quand même fait plus de choses. C'est vrai. Du coup, je me suis inscrit à un cours de dactylo. Mais t'as bien raison, Les domaines expirés, les EMD, donc les exact match domaines, le contenu IA.
les PBN, la construction d'une marque, ça on en a parlé tout à l'heure, et le product SEO, qui je sais plus ce que c'était ça pour le coup. Là, ouais, Je dis comme ça. Je dois dire, attends, son graphique, j'ai du mal à le voir. Je vous le montrerai à l'écran lors de la phase de montage. Picking your competitive advantage, ok, tu prends tes avantages, mais pourquoi en définitive En fait, tout est globalement défensif petit budget. Ah ok, En gros, là, d'accord, ok. en fait, c'est des cadrans. Et du coup, je te la referai un peu plus jolie. Et en gros, c'était un petit budget, il faut être un excellent opérateur. Aller chercher du long train, ouais. essayer de faire du parasite. Okay. Parce que, et ce qui se conçoit en fait, parce que si tu fais du parasite, ça te coûte effectivement 300 balles le spot. Oui. Potentiellement, ça marche pas. Ouais. Mais en même temps, si ça marche, ça te coûte 300 €. Oui, ce qui crée une marque forte qui est du coup dans le défensif, mais énorme budget. Surtout sur le domaine dans lesquels ils sont, qui sont des domaines un petit peu plus tricky. Ouais, complètement. Là, créer une marque forte, déjà c'est compliqué et en plus c'est extrêmement coûteux. Oui, complètement. C'est toujours, je pense que là, leur exemple de parasite, 300 pour eux, c'est pas énorme, mais peut-être que créer une marque forte pour un domaine qui est moins concurrentiel, peut-être que la carte se réorganise un petit peu en fonction du secteur dans lequel tu es. Effectivement, le gambling, le high gaming, comme ils appellent ça ici. Ah oui. Peut-être que c'est c'est vachement plus adapté pour eux, quoi. Ok, très bien. Mais je vous mettrai la petite copie d'écran qu'Amaury a. Allez, peut-être que demain pour la 3e vidéo, il y aura un sans faute. Ok, Amaury, donc on a fait le tour du coup. Ouais, on a fait le tour, c'était globalement ce qui s'est dit pendant les 5 confs d'aujourd'hui. Il reste demain. On a 5 confs et on a Stan Leloup qui vient demain. Ah, c'est demain Stan Leloup? C'est demain. On a hésité à la dernière vidéo, mais ça sera demain. Et il va nous parler de YouTube. Comment faire du YouTube, ce qui est plutôt légitime. Oui, a priori. J'ai hâte de voir ce qu'il nous raconte. Ok. Et a priori, je pense que le dernier jour, souvent, il y a des trucs un petit peu plus croustillants, il les garde vraiment pour la fin. Il me semble que la dernière conf de la dernière journée était la plus intéressante. C'était l'équivalent de cette conf-là. Mais la dernière conf était plus... pour le mec du casino, de cette fois-ci versus la fois dernière était plus opérationnel, il y avait plus de tips. Ok. C'était un peu plus mindset, c'était un peu plus justement opérationnel avec quelques exemples, mais pas forcément de tips comme la dernière fois, il nous avait lâché quand même des sacrés dingueries. Ouais, la dernière fois, c'est vrai que c'était pas mal. Ok Amaury, écoute, je te remercie à nouveau pour ton implication et tes qualités journalistiques. Reporter sur place, quoi. Exactement. Et puis on vous retrouve certainement a priori demain pour le grand final d'Amaury. Amaury, à bientôt. Bonne soirée. Allez, à toutes. À bientôt. Ciao.